Salutations Tedena, je suis le chef. Aujourd'hui, épisode spécial One Pieceologie, compilation intégrale, analyse complète de la saga Ace Blue, ce qui fait faire 6 épisodes. La vidéo devrait durer un peu plus d'une heure. J'ai décidé de faire des petites compilations pour rassembler les épisodes de One Pieceologie en 2 gros blocs plus longs, parce que j'ai remarqué que beaucoup de gens écoutent les vidéos plutôt que de les regarder, donc je me suis dit ça pourrait être sympa de proposer un format long d'un bloc par saga. Là c'est la saga Ace Blue, mais après je ferai Alabasta, et chaque saga au fur et à mesure. Ça sortira pas à un rythme particulièrement régulier. Tout ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai coupé la plupart des intros et des outros pour faire une espèce de continuité entre les différentes parties. Et bon, si vous voulez vous retaper les One Pieceologie d'une traite sans devoir changer de vidéo, eh ben, je vous propose ce format-là. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et je vous souhaite un très bon visionnage. Oui. Salutations tête de nage, je suis le chef et bienvenue dans ce premier épisode officiel de One Pieceologie, l'émission dans laquelle je découvre, ou plutôt je redécouvre One Piece, et le but c'est que vous m'accompagniez dans cette relecture. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer au premier arc qui s'intitule Romance Down. Ouais, j'ai trop un accent anglais de BG, c'est pas vrai du tout. Alors, selon le wiki de One Piece, cet arc comprend les chapitres 1 à 7, c'est-à-dire plus ou moins le tome 1 du manga. Ah, je t'avais prévenu hein, que j'allais prendre One Piece petit bout par petit bout. J'avais prévenu, oui. Et d'ailleurs, ce premier arc se décompose lui-même en petits bouts. Ouais, elle est nulle à chier, ma transition. Oui. Et ce premier petit bout est bien évidemment le tout premier chapitre de One Piece, qui est même plus qu'un premier chapitre, qui est même carrément un prologue en réalité. Oui. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le prologue de One Piece est plutôt direct et concis. Les personnages introduits ne sont définis que par leur motivation. Oda ne semble pas vouloir s'encombrer pour le moment du lore, de la mythologie de son univers. Alors si, bien sûr, nous avons la fameuse légende de Gold Roger et du One Piece, mais il ne prend pas vraiment le temps de nous raconter des choses sur Luffy. On ne sait pas d'où il vient, s'il a de la famille ou non, Osef. Tout ce qu'on sait dans le chapitre 1, c'est ce qui le motive. Il veut devenir le roi des pirates, qu'il a accidentellement mangé le fruit du gum-gum et qu'il éprouve une fascination pour les pirates Shanks le Roux et son équipage. Pareil pour Shanks et son équipage, on ne sait pas d'où ils viennent, tout ce qu'on sait c'est qu'a priori, ils ont recherché pendant près d'une année le fruit du gum-gum dans le coin. C'est tout ce qu'on sait. En fait, c'est un parti pris, c'est-à-dire que on s'intéresse pas trop à l'univers pour l'instant, on aura bien le temps de le découvrir plus tard. Pour l'instant, ce qui est important, c'est de définir les motivations de Luffy et de les mettre à l'épreuve. Et dans ce premier chapitre, ce qui semble être mis à l'épreuve, c'est sa vision de la piraterie. En effet, il semble avoir une vision idéaliste de la piraterie. Pour lui, les pirates sont libres, forts, courageux et n'ont peur de rien. Du coup, il est super déçu quand Iguma, le chef des brigands, débarque et humilie Shanks. Et il ne lui pardonne pas d'avoir trahi ses idéaux de pirate. Luffy, à ce moment-là, est surtout motivé par son ego, en fait. Mais il est vite ramené à la réalité quand il décide de confronter lui-même les brigands. Il se rend compte de ce qu'il est, un sale gamin capricieux plein d'illusions, bien incapable de quoi que ce soit. Et bim, Shanks et son équipage débarquent et changent la donne en mode « En fait, on n'est pas des rigolos et si tu touches à notre clic, tu verras qu'on n'est pas tout seul, bâtard. » Grosse raclée. Luffy qui va se faire bouffer par le monstre géant, Shanks le sauve en sacrifiant son bras, tu connais l'histoire. Mais ce que ça nous raconte, c'est que Luffy comprend ce qu'implique être un pirate selon Shanks. Ce n'est pas être un gars qui flex et qui est impitoyable et craint. Un pirate, c'est avant tout quelqu'un prêt à tout pour défendre ce en quoi il croit et il tient. Maintenant, Luffy admire Shanks pas parce qu'il a des rêves de gosse plein la tête, mais pour l'homme qu'il est réellement. Du coup, à la fin de ce chapitre, à la fin de ce prologue, les motivations de Luffy sont clairement établies. Il ne s'agit plus seulement de devenir roi des pirates ou de devenir un pirate en tant que tel, mais avant tout de devenir l'homme qu'il souhaite être, à l'image de l'homme qu'il admire d'ailleurs. Oui. Bon, sinon, va falloir quand même qu'on fasse un petit aparté. Et attention, je vais poser une vraie question, c'est pas pour troller, c'est pas pour faire le pointilleux ou quoi que ce soit, c'est maintenant qu'on sait que Shanks est un des plus puissants pirates du game. Comment ça se fait qu'il se fasse bouffer un bras par un vulgaire monstre marin d'Ace Blue? J'aimerais bien une explication, s'il vous plaît. Bon, ok, il n'avait sûrement pas le même niveau qu'aujourd'hui, mais quand même. Même le monstre ne doit pas être si balèze que ça, vu que Luffy le poutre en un coup avant de quitter son île. Donc c'est quoi le délire? Et ne me sortez pas El Famoso excuse de oui, mais c'était un pari sur l'avenir, ce qu'il le dit à Barbe Blanche. Non, non, je suis désolé, ça ne marche pas, c'est bidon. Ça, c'est une excuse de scénariste. C'est le pourquoi, c'est pas le comment. C'est le comment, je veux savoir. Comment ça se fait qu'un monstre de merde a réussi à lui bouffer le bras? Voilà. Bon,
Ça ressemble à une incohérence, mais c'est pas grave, c'est pas une très grosse incohérence, mais ça me titillait, donc je posais la question. Comme ça va susciter le débat en commentaire, ça va faire plein de commentaires, je vais peut-être me faire insulter, ça va faire grimper les stats de la vidéo. Voilà, on est un peu des commerçants aussi, hein. Petite astuce commerciale, voilà. Bref, maintenant que les motivations de Luffy sont clairement établies, nous allons pouvoir partir à la rencontre, à la découverte de l'univers de One Piece. C'est là que nous faisons la rencontre de Kobe, un petit jeune esclave de Lady Alvida, une pirate totalement mégalo qui force ses hommes à la complimenter sur sa beauté alors qu'elle a une sale gueule et qu'elle fait plus ou moins le même poids que moi. Encore une fois ici, Oda ne s'embarrasse pas de nous présenter le passé de Kobe. On ignore d'où il vient, tout ce qui nous intéresse c'est ses motivations. Motivations qui se trouvent être un peu le miroir de celle de Luffy. Kobe rêve de devenir officier dans la marine, et tout comme Luffy lorsqu'il était môme, il a une vision idéaliste de son rêve, de la marine. Pour lui, faire partie de la marine signifie se battre pour la justice, avoir de la force et du courage, toutes les qualités qui lui font réellement défaut. Luffy gamin avait l'arrogance de se prendre pour un pirate alors qu'en réalité il ignorait ce que signifiait être un pirate et ça a failli le mener à sa perte. Kobe, lui, n'a pas le courage et la véritable volonté d'assumer vraiment son envie de devenir marin. Et ce manque de courage et de détermination a failli le mener à sa perte, du moins jusqu'à sa rencontre avec Luffy. Luffy qui est d'ailleurs devenu un personnage bien différent du gamin du premier chapitre, oui. Il est toujours aussi sûr de lui, mais ne paraît plus arrogant. Il n'agit plus comme un gamin capricieux. Il émane de lui une espèce de force tranquille. C'est juste un mec qui suit sa voie et qui vit de la façon qu'il aime vivre. Il ne se met pas en colère pour rien et fait juste ce qui doit être fait. Il est franc et pragmatique. Il sait ce qu'il veut, il sait qui il est. Ça ne l'empêche pas d'être parfois naïf ou un peu bête, mais il est toujours fidèle à lui-même et à ses principes. C'est plus ou moins un joueur de Goku en fait, et pas seulement parce que c'est juste deux mecs super balèzes et un petit peu teubés, non, parce que c'est des personnages qui sont un peu écrits et pensés pareil, qui ont plus ou moins la même fonction dans une histoire. Goku et Luffy ne sont pas des persos dont on verra le point de vue sur le monde évoluer au cours de l'histoire, non. Ils ont déjà le bon point de vue, la bonne façon de penser. Le but du jeu, ça va être de confronter ce point de vue, cette vision du monde, cette philosophie, aux visions des autres, que ce soit celle de leurs alliés ou celle de leurs adversaires. C'est ce que certains appellent aussi parfois des flat character arcs, c'est-à-dire des personnages qui restent constants tout au long d'une histoire. Beaucoup trouvent ça chiant et pas intéressant comme type de personnage. Moi, ce que j'en dis, c'est que je vois que deux des mangas les plus lus et les plus appréciés au monde ont des protagonistes écrits comme ça. Donc, ce que ça prouve, c'est que en fait, les avis, c'est comme les trous du cul, en fait. Donc, tu peux faire une histoire intéressante avec un flat character arc. Je vois pas en quoi c'est pas possible, c'est pas compatible. La preuve en est, les hommes mentent, mais pas les chiffres. Oui, mais chef, les chiffres, ça dit pas la qualité, ta gueule. Si. Bref, le point de vue de Luffy et le point de vue de Kobe se confrontent, et bien évidemment c'est le point de vue de Luffy qui l'emporte. Kobe devient admiratif de Luffy parce que Luffy n'a pas peur de se battre pour ses convictions, il clame haut et fort, sans honte et sans doute qu'il deviendra un jour le roi des pirates, il est prêt à tout sacrifier pour parvenir à ce but tout en restant droit dans ses bottes et en restant sur sa ligne, sans trahir ses convictions, et ça, Kobe l'admire énormément pour ça. Oui, Luffy va aussi montrer à Kobe une autre vision de la piraterie. Pour Kobe, qui était prisonnier d'un équipage de pirates cruels et cupides, les pirates c'était forcément des mauvaises personnes avec de mauvaises intentions et qui étaient mauvais, intrinsèquement mauvais. Avec Luffy, il se rend compte qu'un pirate peut aussi être noble et juste à sa manière. La vision de Kobe sur la piraterie a été mise à l'épreuve et l'a fait grandir. Mais quid de sa vision de la marine? Ce qui nous amène à l'aventure suivante et la rencontre ô combien iconique entre Luffy et son futur premier matelot Roronoa Zoro. Mais revenons d'abord sur Kobe. Lui qui idéalise vachement la marine se retrouve confronté au colonel Morgan et son fils qui terrorisent toute une ville. Morgan n'hésite pas à buter ses propres soldats dès qu'il a un pet de travers et son fils Hermep martyrise les habitants en abusant de la crainte qu'inspire son taré de père. Encore une fois, on peut y voir un parallèle avec le Luffy du chapitre 1, qui se retrouve déçu que l'attitude de Shanks aille à l'encontre de ce qu'il considère être un comportement de pirate. Tout l'enjeu ici est de savoir si malgré la déception, Kobe sera capable de rester fidèle à ses idéaux de Marine. Ça met aussi l'accent sur un aspect non négligeable de l'univers de One Piece. One Piece n'est pas un univers manichéen. Les pirates ne sont pas tous fondamentalement mauvais, tout comme les Marines ne sont pas tous fondamentalement bons. Ce qui nous permet aussi de voir en filigrane le début d'un thème qui sera plus tard prépondérant dans One Piece, la différence entre ce qui est juste et ce qui est acceptable. Et quand je dis acceptable, il faut entendre au sens légal, la loi, le système. Les actions du colonel Morgan sont parfaitement autorisées. Il est l'autorité suprême de la ville, mais ses actions sont profondément injustes et cruelles. Zoro, quant à lui, a tué le loup d'Hermep car ce dernier attaquait une petite fille. En défendant la fille, Zoro a fait ce qui était juste, mais a fait quelque chose d'illégal.
On défend ici la légitimité de se révolter face à un système injuste et comme je te l'ai dit, on abordera très souvent ce sujet-là dans One Piece, mais ça on en parlera dans les prochains épisodes. Oui. Mais le vrai cœur de cette partie est bien évidemment l'histoire de Roronoa Zoro, et pas seulement parce qu'il est stylé. Oui. Parce que c'est le premier perso, après Shanks bien sûr, qui partage naturellement la vision de Luffy. Alors bien sûr, leur motivation est différente, mais leurs déterminations sont semblables. Tous deux agissent avant tout selon leurs convictions, ce qui leur paraît juste ou non. La seule différence que je noterai, c'est que Zoro, bien qu'assez taciturne, semble avoir un côté un peu plus empathique que Luffy. Alors ce point peut être sujet à débat, alors je vais essayer d'expliquer mon point de vue. Certains me diront sans doute que Luffy aussi est empathique, il suffit de voir comment il fait tout à la fin pour forcer Kobe à le frapper et faire comprendre à la marine qu'il ne fait pas partie de son équipage. Oui, mais pour moi, je vois Luffy plutôt comme une espèce de coach de vie un peu hardcore qui pousse les gens au pied du mur pour les obliger à tout donner. Et ça marche avec ce que je disais plus tôt, Luffy impose sa vision du monde autour de lui, ou plutôt il convainc les gens de partager sa vision du monde. Zoro, il est différent. Il suffit de voir la scène où la petite fille lui envoie des boulettes de riz pendant qu'il l'attache au poteau. Les boulettes sont piétinées par Hermep et pourtant Zoro demande à Luffy de les lui donner à manger quand même, en lui disant de remercier la gamine de sa part parce que c'était délicieux. Il a un petit côté sensible que n'a pas Luffy. En tout cas à ce stade de l'histoire, Zoro est aussi très intéressant parce qu'il marque là une première dans One Piece. C'est le premier personnage qui a le droit à une origin story digne de ce nom. Il a un vrai flashback. Et tout comme l'épilogue avec Luffy, ce flashback a pour but d'établir les motivations de Zoro et de les rendre palpables et crédibles. Pour marquer la différence, Oda ajoute à Zoro une composante tragique que Luffy n'a pas vraiment. Ok, Shanks s'est fait bouffer un bras, pour une raison qu'on ignore encore. Il s'est fait bouffer un bras, mais il n'est pas mort. Luffy ne porte pas avec lui, sur ses épaules, un deuil indépassable. En tout cas, on l'ignore à ce stade de l'histoire. Hashtag spoiler, oui. Zoro n'est donc clairement pas un personnage flat caractère arc. Il a clairement des choses à surmonter et des choses à apprendre. Sa vision du monde n'est pas encore totalement définie et sera grandement influencée par celle de Luffy. Mais tout ceci est une autre histoire. Et bordel, le moment où il défonce le colonel Morgan en tag battle, c'est vraiment trop stylé. En résumé, ce premier arc est très complet et prend le parti pris de la simplicité en s'intéressant avant tout aux personnages, à leur motivation et à leur personnalité. L'univers autour reste encore assez vague, on nous en dévoile et en explique juste assez, suffisamment pour comprendre les différentes péripéties et enjeux de l'intrigue. Dans le sens où l'on va à l'essentiel, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de scénario, ni de profondeur, ou de seconde lecture à avoir. La preuve, j'ai quasi parlé que de ça dans cette vidéo. Même s'il faut bien avouer, nous sommes encore très loin de la densité à laquelle Oda nous a habitués avec One Piece. Mais c'est normal, c'est le début de l'histoire, et il a parfaitement raison de prendre son temps à définir ses personnages avant tout le reste. Nous avons un premier arc qui remplit parfaitement son office, et qui annonce clairement, comme son titre l'indique, l'aube d'une grande aventure. En gros, il n'y a pas de fioriture, mais attention, j'ai dit que c'était simple, que ça prenait le parti pris de la simplicité. J'ai pas dit que c'était simpliste. C'est pas pareil. Ouais, que la passion te guide. Après que Luffy ait été kidnappé par un oiseau, Zoro rencontre 3 pirates de l'équipage de Baggy le Clown qui disent s'être fait voler leur bateau par une fille. Pendant ce temps, Luffy arrive dans un village désert pris d'assaut par Baggy le Clown. Après un long combat contre Baggy et ses hommes, Luffy arrive à convaincre Nami, une excellente navigatrice ainsi qu'une voleuse de pirates, c'est elle qui avait volé le bateau des 3 hommes, de rejoindre leur équipage. Ce que j'aime dans cet arc, c'est déjà premièrement qu'on sent une véritable montée en puissance. En effet, on y croise pour la première fois un antagoniste susceptible d'inquiéter Luffy, Baggy le Clown, qui est le premier autre possesseur de fruits du démon qu'on croise après Luffy, qui pour le moment n'est pas un méchant ni même un personnage très intéressant. Alors il a un pouvoir assez stylé, un chara-design pas dégueu et quelques gimmicks rigolos, son complexe sur son nez et son rire chelou. Mais ça reste un méchant clownesque, cartoonesque si tu préfères. Il est trop bête et trop débilement méchant pour constituer une véritable menace. Alors il met des bâtons dans les roues, mais il n'est pas vraiment menaçant en tant que tel. Néanmoins, il est quand même un petit peu intéressant. Dans l'arc précédent, il s'agissait de confronter la vision de la piraterie de Luffy à la vision des autres. Et là, c'est la première fois, en dehors de Shanks, que Luffy confronte sa vision de la piraterie à un autre pirate. Ou plus précisément, qu'il confronte son ambition à celle d'un autre pirate. Luffy caresse la plus grande ambition de toutes, devenir roi des pirates. Alors que Baggy a perdu de vue son ambition.
ou plutôt a été contraint de la revoir à la baisse à cause de son fruit du démon, qui l'empêcherait soi-disant de dénicher les richesses du fond des mers. Baggy est un frustré, il n'y a qu'à voir comment il décide de détruire le chapeau de Luffy. Il comprend que le chapeau de Luffy symbolise ses ambitions, il cherche à le détruire pour que Luffy connaisse le même sort que lui. Et on va y revenir à ce chapeau. Baggy et ses sbires, c'est aussi la première véritable manifestation, la première petite preuve de l'inventivité et de la loufoquerie de Oda en matière de chara-design et de concept. Regarde la dégaine de Morge le dresseur de fauves et de Kabaji l'acrobate qui sont à la fois totalement ridicules et un peu stylés. Puis le délire du clown, du cirque exploité jusqu'au bout, ça j'aime bien. Cet arc c'est aussi bien évidemment, et tu l'attendais je le sais, l'introduction d'un personnage emblématique. Nami la navigatrice, ou plutôt à ce moment-là, Nami la voleuse de pirates. Et je trouve l'introduction de Nami bien plus subtile que celle de Zoro et Luffy. Comme je le disais dans l'épisode précédent, Zoro et Luffy ont été introduits d'une manière très simple. Oda a cherché à définir leur motivation avant tout, et à mettre ces motivations à l'épreuve pour les rendre crédibles. Pour Nami, même si elle évoque son objectif, récolter 100 millions de berries pour racheter un village, je n'ai pas l'impression que dans cet arc, Oda cherche à mettre ses motivations à l'épreuve. En tout cas, pas au même niveau que celle de Luffy et Zoro. J'ai le sentiment qu'ici, il prend plus son temps pour essayer de cerner la personnalité de Nami, nous présenter ses traits de caractère. Il prend le temps de marquer la différence de vision et de personnalité de Nami vis-à-vis de ses deux autres camarades. En effet, le personnage de Nami semble être un personnage qui joue un peu plus de fourberie, de subtilité, de finesse et d'intelligence, contrairement à Zoro et Luffy qui sont au final que deux gros bourrins. D'ailleurs dans cet arc, selon moi, c'est clairement le personnage de Nami qui mène la danse, c'est clairement elle qui prend les initiatives et qui fait avancer le récit. Déjà rien qu'à voir, dès qu'elle rencontre Luffy, c'est elle qui prend l'initiative de proposer à Luffy de rejoindre son équipe à elle, pour servir ses intérêts à elle. Ça c'est une prémisse, un indice déjà de sa prise de leadership après sur Zoro et Luffy. C'est elle qui décide où ils vont aller, c'est elle qui décide ce qu'ils doivent faire. Le personnage de Nami à partir de cet arc est clairement là pour donner le cap aux autres personnages. Et ça tombe bien parce que c'est une navigatrice. Ça tombe bien. Ceci étant dit, même si on connaît l'objectif de Nami, on ne sait pas encore à ce stade ce qui la motive réellement. Mais bon, c'est assez ambigu, mais nous le savons, tout ça prendra son sens un peu plus tard. Oui, l'arc est aussi intéressant parce qu'on commence à effleurer, à semer les graines de la mythologie One Piece. Et qui, on sait, est très très riche. D'une part, on apprend l'existence de Grand Line, qui est aussi l'occasion de nous présenter physiquement, en quelque sorte, le monde de One Piece, avec Red Line, Ace Blue, etc., etc. Et aussi avec le passé de Baggy, et par extension de Shanks. L'univers de One Piece gagne en consistance, il prend corps petit à petit, et c'est ce qui avait été mis un peu de côté lors du premier arc, donc ça tombe bien. Intéressons-nous aussi au thème de l'arc. Si, comme je le disais plus tôt, l'un des thèmes du premier arc était de confronter les différentes visions de la piraterie, durant cet arc, selon moi, on essaye surtout d'aborder la notion de trésor. Oui, parce qu'a priori, ce qui motive les pirates, c'est de trouver des trésors. Si les pirates existent, c'est parce qu'ils veulent trouver des trésors. Mais la question c'est, qu'est-ce qu'un trésor? Qu'est-ce qui définit la valeur d'un trésor? Pour Luffy, son chapeau de paille est son trésor, pas parce qu'il a une valeur marchande, mais pour ce qu'il représente pour lui, l'espoir que Shanks a placé en lui, sa promesse d'accomplir ses rêves, etc. Pour Zoro, pareil, son trésor c'est sa fierté d'escrimeur, et son objectif de devenir le plus grand bretteur du monde, symbolisé par ses 3 sabres. Pour le maire du village, son trésor c'est le village et ses habitants, et pour Chouchou le chien, son trésor c'est la boutique que son maître a laissée, et qu'il choisit de défendre coûte que coûte. D'ailleurs, l'histoire du chien, elle fait trop de peine. Le chien, il se bat jusqu'au bout contre le gros lion, mais la boutique crame quand même. Le chien qui reste digne et qui inspire le maire qui inspire ensuite les habitants, le chien qui nous fait comprendre que parfois les vrais trésors ne sont pas physiques, mais dans nos mémoires, dans nos cœurs, et ça, c'est beau. Quid de Baggy et Nami? À mon avis, Oda essaye de nous montrer que ces deux personnages se fourvoient sur ce qu'est un véritable trésor. Baggy a renoncé à ses ambitions qui étaient son véritable trésor, et qui décide de piller les villages sans fin dans une quête vide de sens. Tandis que pour Nami, les trésors sont un moyen d'arriver à ses fins. Elle ne semble pas spécialement chérir un rêve, une ambition, ou plutôt l'ambition qu'elle a semble motivée par le ressentiment. Elle le dit elle-même, elle vole spécifiquement les pirates parce qu'elle les hait. Luffy et Zoro ont une vision, un objectif à long terme. Nami semble être dans l'urgence.
Quel est le trésor de Nami? À ce stade, on n'en sait rien, mais on sent bien, en filigrane, entre les lignes, que ça cache quelque chose, tout ça. Oui. Cette notion de trésor est aussi abordée dans le chapitre 22, quand Luffy et Nami débarquent sur l'île de Gaimon, l'homme coincé dans un coffre au trésor. Ah, je te résume vite fait. Gaimon était sur l'île avec son équipage à la recherche d'un gros magot. Gaimon finit par le trouver mais tombe accidentellement dans un coffre vide et reste coincé, tandis que ses compagnons ont levé les voiles le laissant seul sur l'île. Il passe les 20 prochaines années à chasser les visiteurs de l'île pour protéger le trésor qu'il a trouvé. Plot twist, Luffy découvre que depuis tout ce temps, Gaimon gardait des coffres vides. Dans le cas de Gaimon, son trésor a fini par tourner à l'obsession, le coupant de sa véritable liberté et de sa vie. Il a renoncé à tout pour protéger un trésor qui au final n'existait même pas. C'est pas de bol, oui. Luffy a respecté la détermination de Gaimon. Il s'est même sans doute un peu reconnu en lui, et il a refusé de lui montrer les coffres vides par pure compassion. Gaimon a tout donné pour un trésor qui n'existe pas, et dans un sens, c'est encore pire que s'il avait échoué à protéger son trésor. Luffy n'a pas peur d'échouer à trouver le One Piece, mais imagine à quel point il serait détruit d'apprendre que le One Piece n'existe pas. Mais finalement Gaimon s'en remet assez vite, parce qu'en réalité, Gaimon a trouvé un autre trésor sur cette île, sans doute bien plus précieux. Il a trouvé un but, une utilité en protégeant la faune de l'île des braconniers, et grâce à Luffy, il s'est libéré de son obsession. Encore une fois dans One Piece, on nous dit que le plus grand des trésors n'est pas forcément matériel. D'ailleurs, cette histoire de Gaimon fait pour moi un peu écho avec l'histoire véritable de Nami, avec le côté quête motivée par le ressentiment, la tristesse, la peur, la haine, la vengeance, qui essaye d'atteindre un objectif inatteignable en réalité et qui va être absolument dévastée quand elle va comprendre qu'elle a renoncé à tout, fait tous ses sacrifices pour rien. Mais ça, on en reparlera bien évidemment, je pense, lorsqu'on abordera l'arc d'Arlong Park. Oui, et si j'ai vu juste, si j'interprète bien le propos, là on pourra réellement parler de foreshadowing de bâtard, parce que là ça raconte véritablement quelque chose d'extrêmement pertinent. Oui. Bref, nous avons avec ce second arc un arc encore une fois très complet qui enrichit la mythologie One Piece et qui, bien que nous présentant encore des intrigues et une narration assez simple, commence tout doucement à dégager ses particularités et quelques subtilités bienvenues, notamment avec le personnage de Nami. C'est super bien rythmé, le propos est intéressant, je n'ai qu'une chose à dire, vivement la suite. Que la passion te guide. Ouais. Mais avant d'aller plus loin, comme d'habitude, petit résumé vite fait de l'arc copier-coller d'un site internet, parce qu'on est comme ça, nous. Wouh! Faut que j'arrête, je suis désolé. Monkey dit Luffy, Roronoa Zoro et Nami arrivent au village Shiro à la recherche d'un navire. C'est ici qu'ils rencontrent Usopp, le menteur du village. Usopp, c'est le fils de Yasopp, un des membres de l'équipage de Shanks. Après qu'ils aient découvert le passé d'Usopp et la raison pour laquelle il ment, ils doivent l'aider à vaincre le capitaine Kuro, Crapador, et son ancien équipage, maintenant sous les ordres de Django, afin de sauver son ami Kaya et les habitants du village Shiro. Grosso merdo, c'est ça l'histoire. Alors évidemment, j'ai beaucoup aimé cet arc, parce qu'on sent très clairement, encore une fois, une montée en puissance. Et ce, à tous les niveaux. J'aime plein de choses dans cet arc. Déjà, au niveau de l'intrigue, qui est un peu plus étoffée que l'arc précédent. Ce n'est pas juste Luffy et ses potes qui tombent sur un méchant pirate et qui le castagnent, lui et ses sbires. C'est un peu plus compliqué que ça. Cette fois-ci, Luffy et son proto-équipage sont mis au second rang. Ici, on nous raconte avant tout l'histoire d'Usopp, et c'est lui qui mène l'intrigue. L'histoire d'Usopp, c'est un peu la fable du garçon qui criait au loup, que tout le monde connaît. Le gars passe tellement son temps à mentir pour se rendre intéressant et amuser la galerie qu'on finit par ne plus le croire. Et le jour où une vraie dinguerie arrive, personne ne le croit quand il vient les avertir. Le gars a de lui-même créé une situation inextricable duquel il doit se sortir seul. Enfin, avec l'aide de Luffy et de ses amis quand même. Usopp, en fait, il s'est mis dans la merde parce qu'il n'a jamais vraiment assumé ses ambitions et ses rêves jusqu'au bout. Hein, parce que, regarde, c'est un peu un anti-Luffy, en fait. Parce que Luffy, lui aussi, il gueule à qui veut l'entendre, même ceux qui veulent pas l'entendre d'ailleurs, qu'il veut devenir le prochain roi des pirates. Et les gens sont tout le temps surpris. Mais ils ne le traitent jamais de menteur. Parce que Luffy agit pour atteindre son objectif réellement. Il assume ses idées et ses convictions. Usopp, quant à lui, ne fait rien. On pourrait aussi faire un parallèle avec Kobe, qui rêvait d'entrer dans la marine, mais qui n'osait pas se dresser contre la grosse pirate Alvida par peur de mourir. Usopp, lui aussi, a peur, pas de mourir, mais de devoir payer le véritable prix nécessaire pour devenir pirate. Il a peur de quitter son chez lui et de quitter les siens.
prix que son père Yasop a été prêt à payer en abandonnant femme et enfants pour rejoindre l'équipage de Shanks. Mais quand le capitaine Kuro et Django s'apprêtent à attaquer le village, il est prêt à assumer le rôle et l'ambition qui est la sienne. Devenir un fier pirate en protégeant le village même seul s'il le faut. Alors même que tout le village lui tourne le dos, en tout cas en apparence. Le prix de la piraterie est un des thèmes de cet arc, qui est aussi incarné par le capitaine Kuro, alias Crapador. Le gars est un pirate réputé et craint, mais il en a assez de devoir se méfier de tous ses ennemis et de fuir la marine. Il veut la richesse, la réputation et le statut sans avoir les emmerdes qui vont avec. Autrement dit, il refuse de payer le prix qu'impose la voie qu'il a choisie. Son opposition à Usopp et par extension à Luffy est donc une évidence. Usopp et Luffy gagnent car ils sont prêts à payer le prix de leur ambition. Nous sommes donc dans un arc qui, comme les précédents, aborde un aspect de la piraterie, de cette notion de la piraterie. On a eu un arc qui parlait de qu'est-ce qu'un pirate, on a eu un arc qui parlait de mais c'est quoi un trésor, et ce coup-ci, sur cet arc, on essaye d'aborder déjà d'une part la notion de qu'est-ce que ça coûte d'être un pirate, et aussi un autre thème primordial, qui est intrinsèquement lié avec la fonction de pirate et de monter un équipage. Je parle bien sûr de la loyauté. La loyauté entre camarades et surtout la loyauté entre un capitaine et son équipage. Cette thématique est également incarnée par Usopp et Kuro, et par extension Luffy, Zoro et Nami. On l'a vu, Usopp est un menteur pathologique. C'est un peu le Serge le Mytho de Blue. Mais il est néanmoins super loyal envers les habitants du village. Il leur est tellement loyal que même lorsque ceux-ci, exaspérés, le rejettent, ainsi que Kaya qui ne veut plus le voir, il décide quand même de se sacrifier pour les sauver. Car bien qu'il ait toujours été un menteur, il n'a jamais menti sur l'affection qu'il porte au village et aux villageois. Kuro, quant à lui, lui aussi il a passé son temps à mentir, mais ses mensonges sont bien plus graves que ceux d'Usopp. Il a même sans aucun doute commis le plus grand mensonge qui soit. Il a faim d'avoir de l'affection, il a faim d'aimer quelqu'un. Kuro est déloyal dans tous les sens du terme, il n'estime pas ses hommes, les menace, les tue. Kuro a perdu face à Usopp et Luffy parce qu'en dépit du nombre d'hommes qui l'accompagnaient, il était en réalité tout seul. Et du côté de la bande à Luffy, leur loyauté s'exprime et symbolisée par leur façon de se battre. Oui. Quand Zoro encaisse un tir d'Usopp pour pas que Usopp et Nami soient la cible des deux frères Nyaban, ou encore quand Nami se prend un anneau de Django dans le bras pour pouvoir renvoyer ses katanas à Zoro. Et on finit même par comprendre que le village a en réalité toujours été loyal à Usopp. Quand ils l'ont poursuivi avec leur fourche, quand il est venu leur annoncer l'attaque à venir, ils ne l'ont pas poursuivi parce qu'ils n'avaient pas confiance en lui, au contraire, ils avaient tellement confiance en lui qu'ils ont joué le jeu jusqu'au bout. J'en veux pour preuve la fin, quand tous les habitants se retrouvent en retard ou se retrouvent à s'impatienter parce que ce matin-là, Usopp, le menteur du village, n'est pas venu hurler ses mensonges dans les voisinages. Ils l'aimaient, leur mytho du village. Ouais. Et après, quand on apprend qu'Usopp a commencé à mentir pour essayer de réconforter sa mère mourante, c'est encore plus beau, c'est émouvant, putain. J'adore le personnage d'Usopp, je crois que c'est mon personnage préféré pour l'instant, pour moi c'est le GOAT. Voilà, pour moi c'est un peu le Krillin de One Piece, j'ose la comparaison. Parce que c'est pas le plus grand, c'est pas le plus classe, c'est pas le plus fort, c'est pas le plus beau, mais sans aucun doute c'est le plus loyal, le plus humain, le plus généreux, et dans un sens aussi, le plus courageux. Et c'est pour ça que Luffy l'a pris dans son équipage. Pas pour sa puissance, pas pour son savoir-faire, parce qu'en vrai, il sert pas à grand chose en vrai dans l'équipage, mais il l'a pris avec lui parce que c'est quelqu'un qu'il respecte. Oui. C'est aussi le premier personnage que Luffy rencontre, en dehors de Shanks bien sûr, qui partage sa vision de la piraterie. Luffy trouve qu'il a tellement tout compris qu'il ne lui propose même pas de rejoindre l'équipage. Il lui dit « tu fais partie de l'équipage, non ?» Ils sont tellement alignés que pour Luffy, Usopp est une évidence. Après, bien sûr, ils ont des personnalités très différentes, c'est pas de ça dont je parle. Et en plus, tu rajoutes à ça le fait qu'Usopp soit directement lié un peu à la mythologie Luffy, à la mythologie Shanks le Roux, de par son père, que Luffy a très bien connu, et tu rajoutes une dimension très cool à leur relation. Usopp, c'est pas juste un camarade, c'est un petit peu son petit frère, finalement. Et ça, c'est stylé. Oui. Je trouve aussi qu'on grimpe en puissance avec les méchants. Oui. Le capitaine Kuro se démarque vraiment des antagonistes qu'on a eu jusqu'ici. Avant lui, tous les méchants étaient plus ou moins cartoonesques, l'apogée étant Baggy le clown. Ici, avec Kuro, on nous propose un méchant patient,
froid, calculateur, qui pour le coup pourrait presque être effrayant avec son attitude glaciale et ses gants genre Freddy Krueger. Il dénote aussi de par son design, qui est super sobre comparé au reste de son équipage, qui ont tous une dégaine de cosplayer Japan Expo low cost avec une pancarte Free Hug. Oui, tu vois très bien desquels je veux parler, et oui, j'ai conscience de l'ironie de dire ça avec un chapeau de Luffy de Wish sur la tête. Voilà. Oui. Bon, par contre, 10 sur 10, le chara-design de Django, hein, le look Michael Jackson, plus le je me déplace en moonwalk, je survalide de fou. Hein. Ah, dommage que ce soit pour un perso aussi osef, parce qu'il est stylé en vrai. Et on gagne aussi en puissance avec les combats. On a enfin le premier Gomu Gomu Rafale ou un truc du genre, ouais, je crois que je lis la vieille trad sur les tomes que j'ai. Et des attaques spéciales de Zoro. Et on dirait que Luffy est un petit peu en difficulté face à Kuro. Je dis bien un petit peu, parce que globalement, il lui défonce la gueule assez vite quand même. C'est peut-être le truc qui commence un peu à casser les couilles. Luffy semble être déjà trop balèze pour que ses fights soient réellement prenants. À aucun instant, on s'inquiète pour lui. C'est un peu relou, mais j'avoue, je comprends l'intention derrière. Il faut déjà qu'on nous montre que Luffy est quelque part déjà trop grand pour S-Blue. Il faut qu'on montre qu'il a les moyens de son ambition. Et comme il est censé être un capitaine, c'est censé être un leader. Donc pour se montrer leader, il doit guider ses hommes d'un point de vue moral, mais aussi en termes de puissance. Donc c'est censé être un des plus grands pirates d'S-Blue, si tu veux. C'est ça qui les a amenés à devenir. Donc c'est normal qu'il soit un petit peu cheaté pour le moment. Je veux dire, il est trop grand déjà pour la mer où il évolue. Il faut qu'il aille ailleurs. C'est pas sa place. Je comprends le délire. Mais ça commence quand même à se voir qu'on cherche toujours une excuse pour pas le faire combattre dès le début. Hein, chez Baggy, on l'avait mis dans une cage. Ce coup-ci, il est hypnotisé parce qu'il est con. Ce sera quoi la prochaine? Voilà, ça commence à devenir un gimmick un petit peu redondant, un petit peu facile quand même. Oui. Même si, pour la première fois, le fait que Luffy ait défait un pirate, ça joue en sa faveur. Ça commence à asseoir un début de réputation pour Luffy et son équipage. La réputation d'un pirate étant un des sujets de l'arc, hein, on l'a vu tout à l'heure. Donc déjà, ça c'est pas mal. Oui. Cet arc, c'est aussi l'arrivée d'un autre membre de l'équipage. Je parle bien sûr du Vogue Mary, qui est un peu introduit de manière osef dans le manga finalement, mais qui marque un changement de statut. Luffy et son équipage sont vraiment un vrai équipage à partir de maintenant, et j'ai vraiment hâte de redécouvrir vers quelles aventures ils vont voguer ensemble. Ouais. Bref, encore une fois, un arc très stylé, très divertissant, très cool, avec une histoire assez dense, qui raconte plein de choses, un propos très intéressant, très bien rythmé, des bonnes bagarres. Voilà, pour l'instant, les arcs de One Piece me régalent et j'ai franchement hâte, comme je viens de le dire, de redécouvrir ou de découvrir la suite. Voilà, donc moi tout ce que j'ai à dire c'est rendez-vous pour le prochain épisode de One Pieceology et que la passion te guide. Ouais. Et comme d'habitude, petit résumé de l'arc chopé sur internet parce qu'on n'a pas de temps à perdre. Oui. Après avoir quitté le village de Siro, le Vogue Mary croise le capitaine Don Krieg, un pirate qui envoie valser Luffy jusque sur le Baratie, un navire-restaurant dirigé d'une main de fer par Zeph au pied rouge. Il doit y travailler pour rembourser les dégâts de son atterrissage, et sympathise rapidement avec le jeune coq du restaurant, Sanji. Peu après, le capitaine Don Krieg accoste le Baratie et ordonne au cuistot de nourrir son équipage affamé et en déroute, suite à leur excursion sur la route de tous les périls. Grand Line, en gros, c'est ça l'histoire. Et je viens de me rendre compte qu'en fait, eh ben ça c'est le résumé de la version animée, alors qu'ici on parle du manga. Bon, tu gardes tout, sauf qu'à la place de Don Krieg qui envoie valser Luffy, c'est un mec de la marine. Voilà, à part ça, ça change pas grand chose. Oui. Bref, quoi qu'il en soit, qu'est-ce que j'ai pensé de cet arc? Eh ben évidemment, j'ai bien aimé, mais je t'avoue que j'ai trouvé cet arc un peu longué. Alors il y en a qui vont me dire, ouais mais c'est normal que ça soit plus long parce que c'est l'arc le plus long jusqu'à maintenant. Espèce de débile, c'est pas de ça que je parle. Je te parle que j'ai trouvé l'enchaînement des péripéties un peu chelou. J'ai l'impression que cet arc est un peu surchargé. Je vais tenter de t'expliquer pourquoi. Oui, j'ai trouvé l'histoire presque surchargée en intrigue, en péripéties et même en sous-intrigue. Ouais. D'un côté, on a l'histoire de Sanji et de Zeph, on a l'histoire de Zoro avec Mihawk, on a l'histoire de Luffy contre Don Krieg, on a l'histoire de Jin et Sanji, on a l'histoire aussi de Nami qui se barre avec le magot au milieu de l'histoire, on sait pas trop pourquoi. Bref, je trouve qu'il se passe
un peu beaucoup de choses, et peut-être trop de choses dans cet arc. J'ai le sentiment qu'Oda sur ce coup a voulu faire trop de choses. Alors attention, je suis pas en train de te dire que c'est mal raconté, je dis juste que c'est peut-être trop dense. Je dis juste que c'est un peu costaud à encaisser, surtout comparé aux arcs précédents qui étaient très simples, qui allaient à l'essentiel. Là, j'ai eu le sentiment que l'histoire prenait des tours et des détours pour au final nous expliquer quelque chose qui finalement n'est pas si compliqué en fait. Grosso merdo, pour moi le propos, le thème de cet arc est dans la continuité du précédent, qui parlait de la loyauté. Cette fois, on aborde les limites de la loyauté, notamment avec l'histoire de Sanji, futur cuisinier du Vogue Mary. Sanji semble être un orphelin qui a été engagé comme apprenti cuistot sur un navire qui a été abordé par l'équipage de Zeff. Suite à une série d'événements, Zeff sauve Sanji dans une giga tempête et ils se retrouvent tous les deux perdus sur une île déserte avec très peu de nourriture. Zeff a filé tout le peu de bouffe qu'il avait à Sanji et a survécu en mangeant sa propre jambe. Ils ont fini par s'en sortir. Zeff a créé le Baratie et a formé Sanji à la bagarre et à la cuisine. Sanji, se sentant redevable d'une dette éternelle envers Zeff, pour tout ce qu'il a fait pour lui, abandonne son rêve de partir à la recherche de la mer légendaire, Dol Blue. Sanji est donc quelqu'un de très loyal et peut-être même trop loyal. Sa loyauté va peut-être trop loin. Pourquoi ? Parce qu'il est obligé de sacrifier ses rêves, ses convictions, ses ambitions par simple loyauté. En fait, c'est très bien d'être loyal, mais il faut que sa loyauté soit motivée par de bonnes raisons. Et là, selon ce que nous dit One Piece jusqu'à présent, la loyauté de Sanji est motivée par de mauvaises raisons. Sa loyauté est motivée par sa culpabilité. Il est persuadé que Zeff au pied rouge a renoncé à ses rêves et ses ambitions pour le sauver. Erreur monumentale dont il va prendre conscience en voyant d'une part Zoro affronter Mihawk, quitte à mourir, on va y revenir plus tard, et d'autre part en voyant Luffy se dresser contre Don Krieg. Il voit Zoro et Luffy foncer tête baissée sans une once d'hésitation, quitte à tout perdre pour accomplir leurs rêves. Il comprend que ce sont des mecs loyaux entre eux certes, mais surtout loyaux envers eux-mêmes, qu'ils agissent comme ils le font parce que c'est ce qu'ils sont. Il comprend alors que Zeff n'a en réalité absolument rien sacrifié pour Sanji. Il a juste suivi ses convictions. De plus, Sanji n'a pas été très attentif. Retour au flashback. À la fin, Zeff lui dit que de toute façon, il ne veut plus être un pirate, qu'à présent, il veut créer un bateau-restaurant. Et lui dit aussi et surtout, All Blue existe bel et bien, mais le cap sur Grand Line le moment venu. Non seulement Zeff avait un nouveau rêve, mais en plus il lui a confié l'ancien. Il lui a passé le flambeau. Sanji finit aussi par comprendre que si dette il y a, le meilleur moyen de la payer, c'est d'accomplir son rêve. D'ailleurs, on notera que Zeff a choisi de se bouffer la jambe. Pourquoi ? Il aurait pu se bouffer le bras. Non, il a préservé. On le dit. Il se sert de ses mains uniquement pour cuisiner et il se servait de ses jambes pour préserver ses mains. Ses mains, c'est ses outils cuisiniers. Ses jambes étaient ses outils de pirate. Et comme il a renoncé à sa vie de pirate, il n'avait plus besoin de ses jambes. Donc est-ce que finalement, la passion que Zeff avait pour la cuisine n'était pas plus forte que sa passion pour la piraterie ? Il me semble que la réponse est plus ou moins évidente. Et du coup, à ce niveau-là, est-ce qu'il a vraiment sacrifié quelque chose ? Ou alors, il a simplement suivi ses convictions ? Bah voilà, oui, c'est logique. Ou pas, je sais pas. Oui. Cette question des limites de la loyauté, donc de la force des convictions, par opposition forcément, est aussi abordée avec le personnage de Jin. Le vice-amiral de la flotte de Don Krieg, qui se retrouve pris d'un cas de conscience, d'une crise de loyauté. Il veut être loyal à Don Krieg parce que c'est son rôle, mais il veut aussi se montrer loyal envers Sanji parce qu'il lui a sauvé la vie. Il finira par se dresser contre Krieg momentanément, nous montrant que sa loyauté envers Krieg s'arrête à sa loyauté envers lui-même et ses convictions, envers qui il est. Ça ne veut pas dire qu'il n'est plus loyal envers Krieg. La preuve, quand Krieg balance son gaz et que Jin balance son masque à Luffy et prend tout le gaz dans la tronche, pour moi, il ne s'est pas sacrifié pour Luffy, il a accepté la punition de Krieg par loyauté envers lui. Le personnage est décrit avec pas mal de subtilité, et je me demande si on le reverra un jour, parce que je le trouve intéressant. Même visuellement, dans son design, il a pas la gueule d'un perso de One Piece. Les persos de One Piece ont tous des têtes un peu cartoonesques, lui il a la tête d'un mec qui a vécu des trucs de ouf en fait. Et c'est le premier personnage, je crois, qu'on croise avec une tête comme ça, il a une tête de vrai gens. Il y a de mec qui a vu trop de trucs, qui sait plus où il est. Tu vois ce que je veux dire ? Il a vraiment un design très sérieux, dans son visage en tout cas. Oui. Ces limites de la loyauté sont aussi vues pour le reste de l'équipage de Luffy. Regarde Nami qui se tire avec le trésor. C'est parce que sa loyauté envers Luffy s'arrête là où commence sa loyauté envers son village. Hashtag spoiler. Ensuite nous avons Zoro. Alors qu'il était sur le point de partir à la poursuite de Nami, il arrête tout pour affronter Mihawk. Parce qu'encore une fois, sa loyauté à Luffy passe après ses convictions.
Cet arc, c'est aussi l'occasion d'aller un petit peu plus loin dans le développement de Luffy, parce que vous avouerez que depuis le prologue, Luffy est quand même pas mal spectateur des événements. Alors ok, de par ses convictions, la force de ses convictions, sa joie de vivre, sa personnalité, il arrive à faire changer le monde un peu autour de lui. Il sauve des gens, tout comme ça, ok d'accord, bah, c'est le truc typique du flat caractère, hein, j'en ai parlé lors du prologue. Mais c'est pas parce que tu fais un flat caractère que forcément tu peux pas de temps en temps y apporter un petit peu de nuance. Et je trouve qu'on commence à faire ça avec quelques éléments de cet arc. Oui, je pense notamment à la scène où Luffy tente de lui-même démolir le Baratie et qu'il s'engueule avec Sanji. Il lui dit « Eh, c'est pas en mourant que tu t'acquitteras de ta dette !» Et on voit un mini flashback de Shanks à ce moment-là. Parallèle ultra pertinent avec Zeph. Alors, pas juste parce qu'ils ont tous deux sacrifié un membre pour sauver un gosse, mais parce que ça nous laisse entendre que Luffy se sent lui aussi coupable vis-à-vis de Shanks, et cherche peut-être à payer sa dette aussi. Ce qui expliquerait que sa détermination soit si forte, parce qu'il a conscience de ce qui a été sacrifié pour qu'il puisse réaliser son rêve. Du coup, il s'identifie à Sanji, et ça l'énerve de voir à quel point il n'a rien compris à ce qu'a fait Zeph pour lui. Ah, c'est l'affaire de 2 cases, hein, mais ça raconte beaucoup de choses. J'aime bien ça. D'ailleurs, j'ai l'impression, puisqu'on en parle, qu'Oda veut donner un Shanks, hein, dans le sens une figure de mentor, à tous les personnages. C'est ce qu'il fait avec Usopp, avec l'image de son père, même si c'est fait de manière plus ou moins indirecte. Il le fait avec Sanji, le personnage de Zeph, même le parallèle va même jusqu'à que lui aussi a sacrifié un membre, sauf qu'au lieu de sacrifier son bras, il a sacrifié ses jambes, pour les raisons que je t'ai dit. Et il va même le faire à l'arc suivant, spoiler, avec le personnage de Nami. Mais il y a un personnage avec lequel il l'a pas fait encore. D'ailleurs, il va le faire aussi avec les autres membres de l'équipage qui suivront, hein, il le fera aussi. Mais il y a un personnage qui est là depuis le début, avec lequel il n'a pas fait. Il y a un personnage qui n'a pas encore son Shanks. Et ce personnage, c'est bien évidemment, tu l'auras compris, Zoro. Alors, vous me direz sans doute, oui, mais Zoro, quand même, il traîne quand même une certaine dette vis-à-vis de sa copine qui est morte, dont j'ai oublié le nom et on s'en fout. J'ai envie de te dire, oui, certes, il a des fantômes dans son placard, mais il n'a pas cette figure de mentor, cette figure paternelle, cette figure de guide, pour le guider sur sa voie, si tu veux. C'est ça qui manque au personnage de Zoro, comparé aux autres membres de l'équipage. C'est là que rentre en jeu Mihawk, œil de faucon, le plus grand escrimeur du monde, et accessoirement Shichibukai, mais ça on l'apprendra après. Et leur duel est un moment culte de badasserie qui nous montre toute la détermination de Zoro, bien qu'il soit totalement dépassé. Je pense qu'ici, Oda a voulu réparer une erreur, ou plutôt une lacune du personnage de Zoro par rapport aux autres membres de l'équipage. Tous les membres, y compris Luffy, ont connu un moment où leur conviction a été mise à l'épreuve. Luffy, quand il a failli se faire buter par les bandits dans le prologue, Usopp, quand Kaya le village l'ont rejeté, Sanji, je viens d'en parler, et Nami, ça va venir dans l'arc suivant. Dans Romance Down, les convictions de Zoro ont été exposées, expliquées, mais pas réellement mises à l'épreuve. Et alors qu'Oda s'apprêtait à faire ce boulot-là avec Nami, peut-être qu'il s'est dit qu'il devrait d'abord le faire avec Zoro. Mais vu que Zoro a déjà un fantôme, entre guillemets, qui le hante, il fallait lui filer son Shanks autrement. Du coup, bim, il croise déjà le fer avec Mihawk et il se rend compte à quel point il est encore loin de son objectif. Sa fierté en prend un sérieux coup, mais c'est l'occasion de réaffirmer ses convictions avec force et de lui donner un genre de mentor. Donc là, t'es sûrement en train de te dire qu'après tout ce que je viens de te dire, qu'en fait, les intrigues de cet arc sont très bonnes et pertinentes avec beaucoup de nuances. C'est très bien écrit en fait. C'est ça que tu vas me dire, alors qu'au début de la vidéo, je disais que j'ai trouvé cet arc un petit peu costaud à bouffer, un petit peu longué. Eh bien, sache que oui, et l'un n'est pas forcément corrélé avec l'autre. Tu peux très bien avoir une histoire très bien écrite, mais costaud à digérer, un peu longuette. Ça n'a pas de lien forcément. Oui, je sais que c'est bizarre, mais oui. Et justement, je pense que ce sentiment de longueur et d'intrigue difficile à bouffer, un peu costaud à avaler, je pense que ça vient en grande partie, précisément de cette scène avec Mihawk. Parce que, comme je te l'ai dit, je sens qu'Oda essaie de réparer une lacune ou une erreur qu'il aurait fait avec le personnage de Zoro. Et il a sans doute profité du passage avec Mihawk pour étendre aussi un peu plus la mythologie One Piece. Et même si la présence de Mihawk est plus ou moins expliquée, je trouve que cette scène, malgré tout ce qu'elle raconte, alourdit le récit et nuit au rythme de l'arc. Tout ce passage est un peu confus.
On est là à voir les hommes du Baratie affronter Don Krieg, et tout d'un coup, on part à la poursuite de Nami. Et bim, y a Mihawk qui se pointe. Alors ok, la scène est très utile pour le personnage de Zoro, et un tout petit peu pour Sanji aussi, même si Luffy suffisait largement à ce moment-là. Mais en soi, et je vois mal comment on pourrait me soutenir le contraire, l'apparition de Mihawk ne fait absolument pas avancer l'intrigue. Parce que qu'il apparaisse ou non à ce moment-là de l'histoire finit pareil. Le gars arrive à sa petite scène et se barre sans que ça change quoi que ce soit. Il a fait un caméo à la Marvel en fait. Et je répète, le duel avec Zoro est très stylé et raconte plein de choses intéressantes pour le personnage de Zoro. C'est pas le souci. La question c'est, est-ce que c'était vraiment judicieux de placer ce duel à ce moment précis de l'histoire? C'est ça la question. Et pour moi, je pense que non. Mais c'est mon avis. Et l'autre truc qui m'a donné cette impression de longueur, c'est le combat de Luffy versus Don Krieg. Je l'ai trouvé long, ça tourne autour du pot, le combat met 8 ans à commencer, et surtout je trouve que Don Krieg, c'est le pire antagoniste qu'on ait eu pour le moment. Je ne trouve pas le personnage intéressant. Alors je comprends le délire du personnage, hein. Don Krieg, c'est un pirate qui a des ambitions superficielles. Il s'est dit, ouais j'ai une méga armure, j'ai 5000 hommes, une armada de 50 navires, donc je suis suffisamment balèze pour aller sur Grand Line et trouver le One Piece. Résultat, son armada se fait ken au bout d'une semaine sur Grand Line, et après il se fait rouster par Luffy. Parce qu'il n'a pas compris que la vraie ambition, la vraie volonté ne vient pas du paraître, mais de ce qu'on est à l'intérieur. C'est aussi le premier méchant à partager l'ambition de Luffy. Ok, ça j'ai bien saisi. Il n'empêche que je trouve le combat trop long pour rien, je trouve que le propos du duel est abordé avec trop peu de subtilité, surtout en comparaison des autres thèmes de l'art qui sont abordés avec beaucoup de finesse et de subtilité et beaucoup de nuances, de dimensions. Là c'est vraiment juste tu veux devenir roi des pirates, bah non moi je suis meilleur que toi, nique ta mère. Je trouve ça un petit peu bas de plafond pour le coup, et en plus, par-dessus tout, je trouve le méchant vraiment éclaté, du coup le duel j'en avais rien à péter. Voilà, surtout que Luffy est ultra cheaté comme d'habitude, en plus, par-dessus. Donc voilà, quitte à faire un Luffy ultra cheaté, mais nous au moins un mec en face qui est un minimum intéressant. Et là pour le coup, le personnage n'a pas matché avec moi, je suis désolé de vous le dire. Oui. D'ailleurs, Don Krieg, plus personne n'en parle depuis en fait. C'est bien pour... On parle toujours d'Arlong par exemple, mais Don Krieg, on parle toujours de Kuro, de Baggy le Clown parce qu'il a un rôle dans la suite, mais on parle toujours de Kuro. On parle jamais de Don Krieg, parce qu'il est éclaté. Donc c'est bien qu'il y a un problème avec ce personnage. Oui. Et aussi, j'en profite pour le placer, Yosaku et Johnny, là, on est bien d'accord qu'ils ne servent à rien. On est d'accord là-dessus ou pas? Oui. Mais il y a un truc que j'apprécie avec le délire autour de Don Krieg et aussi l'apparition de Mihawk, c'est qu'on commence à te dévoiler un peu l'ampleur de la mythologie One Piece. C'est-à-dire qu'on t'as un mec avec une méga armure de combat, genre Iron Man de la piraterie, avec une armada, avec 50 navires, 5000 hommes, il se fait ken comme une merde en arrivant sur Grand Line. Et puis tu croises un mec comme Mihawk, le gars il est tout seul sur un radeau, il découpe des bateaux en un coup de sabre et il one-shot Zoro. Donc là ça te montre le level d'exigence qu'il y a sur Grand Line. On est en train de te teaser la légende, pour qu'on comprenne l'exploit que va faire Luffy, on est en train de te commencer à te teaser ce qu'il va devoir affronter, c'est-à-dire non seulement la mer de Grand Line qui est un danger incroyable, mais en plus il va devoir croiser des pirates du niveau de Mihawk si tu veux. Donc là on commence à élever un peu les enjeux, à élever un peu le game, et ça j'aime bien, le côté légende. Parce que c'est ça, je te parle de mythologie, mais là on est en plein dedans, on est dans le côté, vas-y, la légende de Grand Line. On essaie de te faire croire à l'ampleur du délire. Ça j'aime bien, c'est ce qui manquait peut-être encore un peu jusqu'ici. Et ça je kiffe. Ensuite, faut que je reparle un peu de Sanji. J'aime bien le personnage, et je vais sûrement passer pour un fou, mais j'ai un peu l'impression qu'il n'a rien à foutre là. J'ai l'impression, à ce stade de l'histoire, hein, j'entends, qu'il n'a pas de personnalité suffisamment marquée par rapport aux autres persos. Ses motivations sont expliquées et tout, hein, mais je ressens pas qu'il a spécialement des atomes crochus avec Luffy et le reste de la bande. Sa présence ne sonne pas comme une évidence. Usopp, tu captes direct qu'il s'entend bien avec tout le monde. Sanji, je le sens encore un peu froid, un peu en recul. Et je ne saurais pas exactement t'expliquer pourquoi. Là, je te parle d'une impression et totalement subjective. Attention, c'est un sentiment que j'ai vis-à-vis du personnage, pour l'instant. On verra ce que ça donnera après. À part ça, dans cet arc, il y a quand même pas mal de moments vraiment stylés, vraiment badass, voire cultes. Hein. Évidemment, le duel Zoro-Mihawk, qui malgré tout ce que j'en pense, est quand même incroyable. Le moment où Sanji, dans son flashback, tu vois un peu le côté, la direction un peu plus tragique et sombre qu'il essaye de prendre One Piece et qui sera encore accentué avec l'arc suivant, ça j'aime bien. Voilà, il y a vraiment des scènes assez stylées quand même. Même les adieux de Sanji au Baratie, voilà, c'est méga émouvant, bordel.
Oui. Non, en vrai, cet arc est encore une fois très bon, avec un propos très dense et très intéressant, avec un vrai sujet très bien abordé, beaucoup d'émotions. Tu sens que ça gagne vraiment en puissance, en termes de densité, en termes de, comment dire, en termes d'intrigue, en termes de subtilité, même au niveau des combats, ça commence à gagner vraiment en ampleur, la mythologie s'agrandit, tout ce que tu veux. Non, j'ai juste des petits trucs à reprocher à cet arc, c'est comme je te l'ai dit, le côté un peu fouillis, le côté un peu fourre-tout, le côté peut-être un peu surchargé et un peu longué de l'arc. J'ai envie de dire que peut-être que là, Oda, pour moi, a fait ses premières petites erreurs, mais en tout cas rien d'irrattrapable, rien d'impardonnable. Encore une fois, qui je suis pour pardonner les erreurs d'Oda, j'ai envie de te dire, mais pour moi, il y a quand même des petits défauts qui, j'espère, ne seront pas récurrents dans la suite de One Piece, hein, ou peut-être que si, on verra bien. Mais en tout cas, cet arc reste quand même très très stylé. Voilà. Et comme d'habitude, je ne peux que conclure en disant, bah, vivement la suite. Et sur ce, je te souhaite la bonne vie, comme dirait l'ami Varobase, et que la passion te guide. Ouais. Après avoir volé le Vogue Mary, le bateau de l'équipage du chapeau de paille, Nami rejoint Arlong, un pirate homme-poisson très robuste et convaincu que sa race est supérieure à celle des humains. Elle détrousse en effet les pirates pour son compte, car il retient en otage les habitants de son village. Luffy, apprenant que sa navigatrice est sous la menace d'Arlong, décide de l'affronter. Ainsi, après un long combat, il vainc le pirate et Nami regagne son équipage. Bon, résumé très grossier, mais je pars du principe que tout le monde qui regarde la vidéo connaît déjà l'histoire. Hein, on va pas se faire chier non plus. Oui. Alors, comme tu t'en doutes très certainement, j'ai beaucoup aimé cet arc et j'irais même jusqu'à dire que c'est peut-être mon arc préféré jusqu'à maintenant. Et il se peut que la nostalgie n'y soit pas étranger d'ailleurs. Ouais, je me souviens à l'époque, j'avais découvert cet arc en animé quand c'était diffusé One Piece sur Virgin 17. Tu sais, avec la vieille traduction VF pourrie là. Où Usopp il s'appelait Pipo et Sanji il s'appelait Sandy. Ouais, là je te parle de très vieux bail. Oui. Et je me souviens encore de la scène où Luffy pose son chapeau sur la tête de Nami, et qu'il rejoint le reste de l'équipage, et qu'il se tape une marche trop badass jusqu'à Arlong Park. Là, je m'étais dit, pour l'instant One Piece, j'étais pas trop chaud, mais là, ouais. Ouais, c'est stylé sa mère. J'aime cet arc, déjà parce que connaissant la suite, j'ai l'impression qu'on a là le premier vrai prototype d'un arc typique de One Piece. Mais si, je parle du délire où le côté où l'équipage est séparé en arrivant sur une île, ils vivent chacun leur aventure de leur côté, ils fracassent chacun un mini-boss de leur côté, et puis boum, Luffy se pointe pour casser la gueule au gros méchant. Voilà, c'est un peu la recette One Piece finalement. Finalement, ce qui manque vraiment pour que ça soit la vraie recette One Piece, c'est le côté aventure-exploration. Voilà. Donc peut-être qu'à ce moment-là, le vrai premier arc, ça sera peut-être Alabasta. On verra, on en reparlera bien évidemment. Oui. Cet arc, c'est aussi bien évidemment l'arc du personnage Nami, l'arc centré autour du personnage de Nami, seul personnage jusqu'à présent qui n'avait pas encore de réelle origin story. Hein. On connaissait son objectif, enfin son objectif fin en tout cas de récolter un certain nombre de berries pour acheter un village, mais on ne savait pas réellement quelles étaient ses motivations ni pourquoi elle voulait faire ça. Et là, ça va être exploré dans cet arc, avec une des histoires les plus tragiques et les plus sombres de One Piece jusqu'à présent. Oui, l'histoire d'une mère adoptive qui essaye tant bien que mal d'élever ses filles et de former une vraie famille, fauchée par la cruauté du monde. Cette histoire nous permet de mieux cerner Nami. Ce n'est plus simplement une grognasse, je veux dire une petite hippie voleuse et cupide qui déteste les pirates. Maintenant, on se rend compte qu'il s'agit pour le moment d'un des personnages qui a le plus souffert du manga, du moins à ce stade du manga, et qui en fait aussi par conséquent le personnage le plus fort. Pas physiquement bien sûr, mais psychologiquement, moralement. Et aussi le personnage le plus mature, forcément. C'est un personnage qui a quasiment tout perdu et qui se bat et est prête à tout, même aux pires bassesses pour protéger le peu qui lui reste. Elle accomplit l'impossible, réunir 100 millions de berries, et ça elle le fait seule. Toutes ces années, elle a été réduite en esclavage, torturée et tout le toutim, tout en étant mis au banc par les gens mêmes qu'elle voulait protéger, et elle a supporté ça toute seule. À côté de ça, les rêves de Sanji, Zoro et Luffy, ce sont juste des objectifs de gamins égoïstes, à base de moi-je. Nami, elle a une vraie responsabilité.
On nous explique aussi son rapport à l'argent, ce qui nous ramène à la thématique, à la notion de trésor qui a été abordée dans l'arc numéro 2, l'arc Baggy le clown, durant lequel on a l'impression que Nami n'a pas conscience de ce qu'est un véritable trésor, parce qu'elle parle que de pièces d'argent, de pièces d'or, que de pognon. Eh bien en fait si, elle le sait, et peut-être même mieux que les autres, et elle l'a appris à la dure. Quand elle était gamine, elle n'arrêtait pas de se plaindre à Belle-Mère, comme quoi elle était pauvre. Puis boum, Arlong se pointe, réclame une somme de ouf aux habitants pour les épargner, mais puisque Belle-Mère est trop pauvre, elle paye pour ses 2 filles et se laisse tuer par Arlong. Suite à ça, Nami se met à travailler, ou plutôt à servir Arlong. En étant enfermée dans une pièce à dessiner des cartes, en échange de quoi il lui achète tout ce qu'elle veut, et lui donne tout le confort qu'elle souhaite. Nami a compris qu'en fait le fric, elle s'en bat les steaks. Elle a compris trop tard que le vrai trésor c'était sa famille, et sa famille comprend aussi le village. Ce qui nous amène à un autre thème abordé dans les arcs précédents. De toute façon, on va être clair, cet arc c'est un peu un best-of des thématiques qu'on a eu dans tous les arcs jusqu'ici. Comme ça c'est réglé, voilà. La question posée dans cet arc, c'est à qui va la loyauté de Nami? Alors pour les lecteurs, il est évident que la loyauté de Nami va avant tout à sa sœur adoptive et aux gens du village. Le problème qu'a Nami, ce qui lui pose un cas de conscience, c'est qu'elle essaye de rester loyale à tout le monde en même temps. Elle essaye de rester loyale à Arlong, loyale au village, loyale à Luffy et à son équipage. Et c'est pas possible, il va falloir qu'elle fasse un choix. Et selon moi, si elle n'a pas pu faire ce choix pendant tout ce temps, c'est parce qu'elle se méprenait sur la notion de famille, sur ce que signifiait avoir une famille. J'ai l'impression que pour elle, la famille c'est lié avec le sacrifice. C'est-à-dire que pour prendre soin de ta famille et évoluer en famille, il faut être prêt, il faut absolument se sacrifier pour sa famille. Alors que non, la famille c'est aussi l'entraide. C'est pas que se sacrifier, c'est autre chose. Oui. Et ça, elle va le comprendre grâce à Luffy. Quand elle comprend qu'Arlong magouille avec un mec de la marine pour lui piquer son fric et la maintenir esclave, et que les habitants décident de mener un assaut suicide sur Arlong Park quoi qu'il en coûte, les rêves, les objectifs de Nami s'écroulent. Tout ce pourquoi elle a tant souffert depuis des années est sur le point de disparaître, comme si elle avait subi tout ça pour rien. Ça me rappelle l'histoire avec Gaemon, qui a passé 20 ans à surveiller des coffres vides. Quand Luffy lui a révélé la vérité, il a été anéanti dans un premier temps, mais il a surtout été libéré d'un poids. C'est à 2 ou 3 poils de cul près ce qu'il se passe aussi ici avec Nami. Quand elle comprend que son objectif est inaccessible et qu'elle est sur le point de perdre son trésor, elle est anéantie, puis se soulage du fardeau d'affronter ça toute seule, en implourant Luffy de lui venir en aide. Et là, alors que Luffy n'est même pas au courant des bails avec Belle-Mère, Arlong et tout, qu'est-ce qu'il fait? Il prend son chapeau, son trésor le plus précieux, et il le pose sur la tête de Nami, sans poser de questions. Et il part avec son crew direction Arlong Park pour lui péter la gueule. Cette scène dans l'anime est ultra badass, je le rappelle. Ouais. Bref, Luffy qui confie son chapeau à Nami, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il tient à elle, qu'il la respecte, qu'il l'estime, que c'est un membre de sa famille, que c'est un membre de son équipage. Et peu importe ce qu'elle a fait, il lui pardonne et il est de son côté. Elle a essayé de le trahir, c'est pas grave, il pardonne, il s'en fout. Et peu importe qui c'est, s'il y a un mec qui lui fait pleurer, qui l'a fait pleurer, il s'en bat les couilles. L'important c'est que t'as blessé quelqu'un de ma famille, je vais te niquer ta mère. Donc il lui donne son chapeau et il va direction Arlong Park pour lui péter la gueule. Parce qu'il est comme ça, Luffy. Tu touches à ta clique, à sa clique, tu vas voir qu'ils sont pas tout seuls. Oui. Et là, Nami comprend un truc. Depuis tout ce temps, ce dont elle avait besoin, c'était pas du pognon, c'était d'aide, l'aide de sa famille. Alors elle avait déjà une famille, mais là, elle en a trouvé une autre capable de réellement l'aider. Du coup, elle délaissait un peu sa famille de base. Voilà, donc elle a appris que, en fait, une famille, c'est pas que se sacrifier pour elle, c'est qu'elle peut aussi faire des efforts pour toi de manière inconditionnelle. Même si c'est fou, même s'il y a aucune chance, ils vont quand même t'aider. Et ça, c'est beau. Oui. Vas-y, chale, je sais que t'as envie de chialer là, c'est trop beau ce que je dis, oui. Tout ça pour dire que le personnage de Nami est quand même vachement intéressant, profond, nuancé, subtil. Voilà, pour l'instant, je crois que c'est un de mes persos préférés de l'histoire, parce que son histoire est vraiment très intéressante et vraiment très cool. Voilà, en tout cas, pour l'instant, nous verrons ce que Oda en fera par la suite. Oui. L'autre gros morceau de cet arc, c'est bien évidemment le méchant, Arlong. J'adore Arlong. Déjà, le design est trop stylé sa mère. Et en plus, on a là un vrai méchant sa race. Cruel, sadique et surtout très très dangereux. C'est le premier méchant qui a vraiment les moyens de ses ambitions. Il est surpuissant, intelligent, a des convictions fortes, maléfiques mais fortes, et ses hommes lui sont extrêmement loyaux, et il leur rend cette loyauté. À bien y regarder, contrairement aux autres adversaires de Luffy, Arlong n'a aucune véritable faiblesse. Baggy manquait d'ambition, Kuro manquait de loyauté, et Krieg, il se surestimait un petit peu.
Arlong, il fait ce qu'il dit ce qu'il pense et il a les moyens de ses ambitions encore une fois. J'ai le sentiment que c'est la première fois que Luffy affronte un pirate accompli, ou en tout cas complet. J'ai même l'impression que la seule erreur d'Arlong, au final, c'est d'avoir fait du mal à Nami. Bon ok, j'exagère, mais tu vois ce que je veux dire. Je ne vois pas de gros désaccords avec Luffy, si ce n'est qu'Arlong fait le mal autour de lui. Arlong a l'air d'être un bon capitaine et un excellent pirate. Luffy ne lui a pas pété la gueule parce que c'est un méchant ou parce qu'il raquette les îles d'Ice Blue, il l'a goumé parce qu'il a fait pleurer sa navigatrice et qu'en plus il l'a revendiqué pour lui. Et je trouve que ça en dit beaucoup sur le personnage de Luffy. Ok, dans le contexte, le gars est un sauveur, un libérateur par la force des choses, mais ce n'est pas ça qui motive Luffy, finalement. Il n'est pas venu là en héros, il a un compte personnel à régler avec Arlong, parce qu'il a fait pleurer sa navigatrice. Ça s'arrête là. C'est pas un héros au sens noble du terme. Il fait des bonnes choses, mais c'est une conséquence de ses actes, c'est pas son but principal. J'ai l'impression qu'il en a même rien à branler que les hommes poissons raquettent les gens, en fait. J'ai l'impression que c'est juste sur le côté « Ah, t'as fait chier Nami, je vais te péter la gueule, j'en ai rien à foutre du reste à côté, je te pète la gueule, c'est tout. » Donc ça, j'aime bien ce délire-là. Ça reste avant tout un pirate. J'aime cette nuance. Et leur combat est plutôt stylé, même si, encore une fois, Luffy domine très largement le combat. Il prend des coups, des gros dégâts, mais j'ai eu plus l'impression que c'est Arlong qui devait sortir toute sa palette de techniques pour essayer d'avoir Luffy, plutôt que le contraire. Luffy est surcheaté, et encore une fois, je comprends le délire, mais j'ai vraiment hâte de le voir un peu en chier pendant les combats. Comme je le disais plus tôt, cet arc est un peu le prototype des arcs de One Piece qu'on aura plus tard. Et une composante de la recette arc de One Piece, c'est les combats des autres membres de l'équipage. Et là aussi, les combats sont stylés. En plus, Oda prend soin d'opposer des adversaires vraiment équivalents en termes de technique de combat. Zoro face au poulpe à 8 sabres, Sanji face au poisson karatéka, et mon combat préféré bien sûr, Usopp face au mec avec sa grosse bouche pistolet à eau. À partir d'Arlong Park, on ressent vraiment qu'on a enfin affaire à un vrai équipage. Cet arc se permet aussi le luxe de commencer à étendre la mythologie One Piece, de planter des graines de la mythologie One Piece avec la première évocation des Shishibukai, les grands corsaires. On apprend d'ailleurs que Mihawk est l'un d'entre eux, et on apprend aussi le nom d'un autre grand corsaire qui est évoqué ici pour la toute première fois. Je parle bien sûr de Jinbei, le capitaine des hommes poissons. Et là j'ai envie de te dire, oh, foreshadowing de génie! Mais j'aime aussi cet arc parce que c'est à partir de ce moment-là que Luffy va faire son entrée lui-même dans cette mythologie de l'univers de One Piece en vainquant Arlong. Parce que sa tête va être mise à prix pour la première fois. Et en vainquant Arlong, il accomplit là sa première quête, sa première conquête et sa première véritable victoire en tant que pirate. Parce que cette victoire est reconnue. C'est-à-dire qu'en vainquant Arlong, il devient le pirate le plus dangereux et recherché d'Ice Blue. Donc voilà, première victoire, première conquête. C'est la première fois qu'il entre son nom dans la légende, j'ai envie de te dire. Et ça, c'est beau, c'est très important. On assiste à la fin d'une ère, parce qu'il a conquis Ice Blue, et au début d'une nouvelle ère. Et j'ai hâte à ce qu'il aille conquérir Grand Line maintenant. Ouais. Tout ça est symbolisé par la première mise à prix de Luffy, 30 millions de berries, bien au-dessus de tous les pirates qu'il a affrontés jusqu'ici. Le moment où son affiche fait le tour d'Ice Blue et de tous les personnages qu'on a croisés est assez classe. On se rend compte alors du chemin parcouru. D'ailleurs, c'est un peu là qu'on commence à comprendre que le système de mise à prix dans One Piece, non seulement il fait très sens, parce qu'effectivement dans notre monde à nous, les pirates étaient mis à prix en fonction de leur dangerosité et de leur, comment ils étaient recherchés, mais on comprend que c'est ça, la rançon qu'on demande, enfin la prime qu'il y a sur la tête des pirates, qui fait un peu office de compteur de puissance dans One Piece. Plus ta prime est élevée, plus a priori t'es un pirate influent, dangereux, et dans le monde de One Piece ça veut aussi bien dire puissant au combat. Et ça c'est plutôt subtil, parce que on n'est pas dans de la puissance brute comme on peut l'avoir dans DBZ ou dans Seven Deadly Sins, où la puissance est vraiment chiffrée, tu vois. Ça peut... C'est un indicateur, mais c'est pas définitif. Ça veut pas dire que parce que t'as 100 millions de berries sur ta tête que Luffy peut pas te péter la gueule, tu vois. C'est ça qui est plutôt intéressant. C'est fait avec pas mal de subtilité. J'aime bien le délire. Ouais, comme ça au moins on se retrouve pas avec des problèmes de « Ouais, ma puissance est de 128 milliards !» Tu sais, ça veut plus rien dire. Dans One Piece, on fait « Non, ma rançon est de 120 milliards. » Tu fais « Ah ouais, toi t'as dû faire des dingueries, c'est tout. » Tu te dis pas forcément que c'est un surhomme, tu vois le truc. Tu comprends ou pas? Oui. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo pour parler de la puissance dans les mangas, il me semble, il y a quelques années. Je t'invite à essayer de la trouver sur la chaîne, parce que j'ai la flemme de te mettre la notation là. Mais j'en ai parlé pour expliquer un peu tout ça, c'était très intéressant. Comme d'habitude en fait. Oui. Bref, tout ça pour dire que j'ai trouvé l'arc d'Arlong Park vraiment excellent, et ce à tous les niveaux. Et je ne pense pas me tromper
en disant que c'est certainement l'un des premiers arcs de One Piece qui a vraiment marqué les esprits. Je pense que j'exagère pas. Après, bien sûr, il y en a d'autres qui sont venus par la suite, qui sont inoubliables, qui sont incontournables. Mais pour moi, le côté je commence à kiffer One Piece, déjà à l'époque, c'était vraiment à partir d'Arlong Park. Après d'Arlong Park, j'ai fait ouais, là c'est ambitieux, il y a moyen de faire des dingueries. Oui. Et encore une fois, j'ai franchement hâte de découvrir et de redécouvrir la suite des aventures de Luffy et de son équipage. Et j'espère que vous serez au rendez-vous pour les prochains épisodes de One Pieceology. Sur ce, que la passion vous guide. Commentaires, like, abonnement, dab. À bientôt. Mais avant d'en parler, comme d'habitude, petit résumé piqué sur le net, parce qu'on va pas se faire chier pour rien, tu la connais l'histoire. Oui. Monkey D. Luffy, Roronoa Zoro, Nami, Usopp et Sanji font escale à Locktown, la ville dans laquelle Gold Roger fut exécuté. La ville est connue pour être la dernière étape avant Grand Line, et chacun part s'équiper pour le périple qui s'annonce, excepté Luffy qui préfère visiter le lieu d'exécution du Seigneur des Pirates. Mais il se fait capturer par Baggy le clown, libéré de ses tourments et maintenant associé à Lady Alvida, qui est devenue mince après avoir bouffé un fruit du dé. Alors que ce dernier s'apprêtait à tuer Luffy, un orage se lève et la foudre frappe, assommant Baggy et libérant notre héros. Quand le colonel Smoker de la marine fait irruption, les pirates décident de fuir. Pour la faire courte, c'est ça l'histoire. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de cet arc? Eh bien, j'ai bien aimé, mais je dois avouer que dans un premier temps, je l'ai trouvé un petit peu osef, qui manquait un petit peu d'enjeu, dans le sens où niveau développement de personnage, on se faisait un peu chier, parce que là on était un peu dans une phase un peu qui faisait un peu classique de JRPG, tu sais, t'as une équipe qui arrive dans une grande ville, du coup les personnages se séparent plus ou moins, c'est l'occasion d'explorer un peu la ville, de rencontrer des PNJ qui vont te raconter des anecdotes sur le lore de l'univers, c'est l'occasion d'aller voir des marchands, d'acheter des items, des améliorations, des trucs comme ça. Bon, c'est sympathique, ça fait un peu voyager, mais comme je te le disais, en termes de storytelling et de développement de personnages, bah tu te fais assez vite chier en fait. Mais je ne sais pas pourquoi, j'avais l'impression de passer à côté de quelque chose avec cet arc. Donc je me suis dit, tu sais quoi, chef, tu vas prendre une petite pause de quelques temps et tu reliras cet arc plus tard. Et c'est ce que j'ai fait. Du coup, j'ai un peu changé de point de vue sur cet arc. D'ailleurs, c'est pour ça, ce qui explique en grande partie, cette petite pause de quelques semaines dans les One Pieceology. Bon, il y a ça, et l'autre explication, c'est aussi que j'avais besoin de temps pour lire autre chose, qu'à un moment, la tête tout le temps dans One Piece, bon, j'ai besoin de lire d'autres mangas pour faire d'autres vidéos, d'autres sujets de vidéos, et aussi pour avoir le temps de produire des One Pieceology d'avance, histoire de maintenir une certaine régularité dans la parution, parce qu'avant tout, on est là pour parler de passion, mais on est avant tout des suppôts du capitalisme, donc c'est important aussi. Oui. Bref, après quelques semaines de pause et de recul, je me suis mis à relire cet arc, et plus généralement One Piece, qu'en vrai j'étais arrivé un petit peu plus loin que ça, donc j'ai relu là où j'étais arrivé, les 2-3 arcs que j'avais d'avance. Je les ai relus, et il se trouve que j'ai changé de point de vue sur cet arc. Ou plutôt, mon point de vue a évolué sur cet arc. Et non, pour les 3 de QI, ça veut pas dire que je fais un retournement de veste pour faire le suceur de One Piece. C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que, en fait, à un moment donné, quand tu changes d'avis sur une œuvre après avoir relu, c'est plus une preuve de maturité et d'intelligence et de recul, de sagesse même, qu'un retournement de veste. Et puis de toute façon, j'ai pas besoin de me justifier, parce que quelque part, je te pisse à l'arrêt en fait si t'es pas content. Je fais ce que je veux, c'est qu'il bosse au bout d'un moment. Oui, ouais, je t'agresse pour rien là. Mais c'est parce que... Donc, j'ai relu l'arc dans son intégralité en prenant bien le temps de bien tout lire, de bien assimiler ce qui était dans cet arc, et je me suis rendu compte qu'en réalité, il y avait 2-3 trucs très intéressants dedans. Et on va en parler, oui. Et non, je ne parle pas des foreshadowing cachés, genre oh mon dieu, c'est sabot, ni de la première apparition de Dragon, qui fait juste ici office de teasing et de Deus Ex Machina, qui permet à Luffy et son équipage de se sortir de la merde. Je veux parler du reste, bien entendu. Comme je le disais en début de vidéo, cet arc est le dernier de la saga S-Blue, et ça se ressent, ça se sent tout au long de l'arc, qu'on est à la fin d'une ère et au début d'une nouvelle ère. En tout cas, il est annonciateur du début d'une nouvelle ère pour One Piece, où on affrontera des dangers, des obstacles avec des enjeux beaucoup plus élevés que ce qu'on a eu jusqu'à présent dans S-Blue. Ça se sent vraiment dans le ton de l'arc et dans tout ce qu'on nous raconte dans l'arc. Oui. D'ailleurs, si on appelle Locktown la ville où tout a commencé et où tout a fini, ou un truc comme ça, ce n'est pas seulement une référence à l'histoire de Roger, mais aussi une référence aux aventures de Luffy et de son équipage.
C'est à Lockdown que ses aventures sur S-Blue prennent fin, et c'est à Lockdown que ses aventures de vrai pirate commencent. Parce que oui, Luffy est un vrai pirate, dans le sens officiel et accompli du terme, à partir de cet arc, ou pour être plus précis, après les événements d'Arlong. Luffy a conquis S-Blue en vainquant les plus grands pirates de la région. La marine, en lui posant une prime de 30 millions sur la tête, le reconnaît comme un grand pirate. Il est à présent digne de tenter sa chance sur Grand Line. Alors autant tout ce qui est foreshadowing en mode easter egg caché de ci de là dans les planches, je trouve ça au mieux amusant, autant ce genre de double sens dans l'histoire et dans les éléments de l'histoire, ça c'est plus mon kiff. Là j'aime bien, là je dis ah ouais là il y a quelque chose, là c'est bien vu, oui. C'est la première fois que Luffy est directement menacé par la marine. Jusqu'à présent, les marines c'était plus ou moins un running guy qu'autre chose. Ils se faisaient systématiquement victimiser par les pirates. Ou alors c'était des traîtres ou des connards qui se la pètent. Là, pour la première fois, on tombe sur un vrai crack de la marine. Ou même deux, Tashigi et bien évidemment le colonel Smoker. J'adore Smoker, j'adore le design, j'adore l'idée d'un gars qui contrôle la fumée et qui fume plein de gros barreaux de chaise pour se battre. J'adore son espèce de grosse matraque. Bon par contre j'ai une question. Est-ce que le gars il s'appelle Colonel Smoker parce que il a mangé le fruit du fumigène lui donnant le pouvoir de contrôler la fumée? Du coup en fait Colonel Smoker c'est un surnom, genre comme Barbe Blanche, tu vois? Ou alors il s'appelle vraiment Smoker et c'est un putain de hasard s'il a mangé le fruit du fumigène lui donnant le pouvoir de contrôler la fumée. Oui, je sais, c'est une question à la con, mais ça m'obsède. J'ai besoin d'une réponse. Oui. Smoker et Tashigi sont, en dehors de Kobe bien sûr, les premiers membres des Marines à être présentés comme étant respectables et a priori justes et bons. Je le redis, jusqu'à présent les Marines, c'était que des trous de balles, et j'aime bien l'idée, l'intention de faire des adversaires de Luffy autre chose que d'immenses trous du cul. Et ça apporte un peu de nuance aux antagonistes, et franchement, ça apporte de la nuance et ça fait du bien. Attention, jusqu'ici, les méchants étaient tous très bien, bon, à part Don Krieg, que je trouve vraiment éclaté, mais tous les méchants qu'on a eus n'étaient que des méchants, finalement. Ensuite, niveau développement de personnages, finalement, c'est pas mal non plus. À part en ce qui concerne Usopp, Nami et Sanji, qui se contentent finalement que de faire du shopping. D'ailleurs, Sanji, j'ai toujours du mal avec ce personnage. À ce stade de l'histoire, je me demande toujours, qu'est-ce qu'il fout là? Je trouve qu'il s'intègre pas dans le truc. Je trouve qu'il est un peu osef. Je suis incapable de t'expliquer pourquoi. J'ai du mal avec Sanji. Oui. Mais bref, là on se focus surtout sur Luffy et Zoro. Je dirais même un petit peu plus sur Zoro d'ailleurs. Et je comprends tout à fait le choix d'Oda de se focaliser sur ces deux persos. Comme je te l'ai dit, on est là à la fin d'une ère. Et Luffy et Zoro sont les persos qui ont vécu le plus de choses entre le début du manga et la fin de cette ère, justement. Donc c'est pas déconnant de revenir un petit peu sur eux. Parce que finalement, Nami, Usopp et Sanji, bah, ils viennent d'arriver, donc cette nouvelle ère, c'est l'occasion pour eux de tout raconter, parce qu'ils ont encore tout raconté, ces personnages, finalement. Alors que Luffy et Zoro, ils arrivent à la fin d'une étape. Donc c'est pas mal de prendre le temps de reposer les bases de ces personnages, ce qui les motive, leurs objectifs et tout ça. Ça, c'est plutôt bien vu. Oui. D'autant plus que je rappelle que cet arc se termine au chapitre 100. 100 chapitres en termes de prépublication, c'est très long, hein, c'est quelques années. Nous là, on relit tout tome par tome, donc ça semble aller vite. Mais en réalité, il s'est passé quelques temps. Donc vraiment, encore une fois, prendre le temps au bout de 100 chapitres de reposer les bases sur les personnages qui ont vécu le plus de choses, c'est vraiment pas déconnant pour le coup. C'est même pertinent à fond en fait. Et il y a un perso qui a été un peu mis de côté pendant l'arc Arlong, c'est Zoro. Donc on va remettre à plat le personnage et ses motivations. On voit tout ça dans toute la partie où il part à la recherche de nouveaux sabres. Encore une fois, une métaphore très intéressante. Plus que des sabres, Zoro cherche à se redéfinir, après la branlée qu'il s'est mangée face à Mihawk. Il me faut de nouveaux sabres pour me reconstruire et aller de l'avant. Et qu'est-ce qu'il trouve comme sabre ? Il repart avec un sabre maudit et un sabre d'une grande noblesse. Et pour moi, à ce moment-là, il ne s'agit pas que de simplement lui filer des sabres trop stylés. Non, bien sûr, ça va plus loin que ça. Oui. Le sabre noble symbolise la noblesse de sa quête, de son objectif, de la voie qu'il a choisie. Mais le sabre maudit nous rappelle aussi que la voie qu'il a choisie est aussi dangereuse, sombre, pleine de dangers, et qu'il risque aussi de tout perdre.
Très malin si c'est vraiment ça. Et Zoro accepte tout ça sans hésiter un seul instant. On le voit notamment lorsqu'il teste le sabre maudit en risquant de perdre un bras. Il est déterminé, prêt à tout donner et à tout perdre pour atteindre son objectif. Mais il refuse de vendre le sabre de sa copine morte, et en plus il croise Tashigi, qui est semble-t-il son sosie. Bon, autant le cliché du nouveau perso qui ressemble au pote ou l'amante défunt d'un autre perso, je le trouve trop utilisé et un peu relou, et surtout un peu fastoche. Autant là, je pense y voir une symbolique que je trouve intéressante. Tashigi et le sabre de sa pote décédée qui trimballe avec lui, c'est un petit peu un fardeau pour Zoro. Je le vois un peu comme ça, c'est un fardeau qui traîne sur ses épaules. C'est-à-dire qu'il a toujours pas fait le deuil de sa pote qui est décédée, et le fait de revoir Tashigi, bah ça ravive ça. C'est-à-dire que le gars, oh merde, je suis toujours pas en paix avec ça, et peut-être que ce fardeau, c'est le truc qui empêcherait Zoro d'évoluer, d'aller plus loin, d'atteindre son objectif. Et je dis bien peut-être que c'est ça. Et encore une fois, si c'est ça, ça serait super intéressant. Oui. Quant à Luffy, on est un peu dans le même délire. On profite de cet arc pour redéfinir ou plutôt réaffirmer ses objectifs. Et son but n'a pas changé, il veut devenir le roi des pirates. Et encore une fois, la symbolique est importante. Il le clame pour la première fois face au monde qui a les yeux rivés sur lui. Je veux dire, maintenant, il a vraiment l'attention du monde, vu que c'est un pirate reconnu. Il clame « Je serai le futur roi des pirates », à l'endroit même où le précédent roi des pirates est mort, dans la ville où tout a commencé et tout a fini pour Roger. Luffy termine son voyage sur Ace Blue et commence celui vers Grand Line. C'est beau. Bon, j'avoue, le parallélisme est un peu facile, mais ça marche. Puis surtout pour la première fois depuis le prologue, nous avons affaire à un Luffy impuissant. Impuissant d'abord face à Alvida et Baggy qui ont clairement réussi à le piéger. D'ailleurs, le moment où Luffy accepte la mort avec le sourire sert aussi à réaffirmer la philosophie de Luffy. Il ne paraît même pas déçu d'avoir échoué. Il est serein et heureux parce qu'il aura mené sa vie comme il l'entendait. Et ça, c'est beau encore une fois. Et il se retrouve aussi impuissant face à Smoker, avant de se faire sauver par Dragon. Il se retrouve doublement dans la merde alors qu'il n'est même pas encore entré sur Grand Line. On nous montre directement que maintenant que c'est un vrai pirate, les enjeux et les obstacles ont monté de 10 niveaux minimum, et qu'il va falloir qu'il muscle son jeu pour en venir à bout. Bref, en conclusion, je pourrais simplement me contenter de dire que cet arc de Lockdown était très sympa, c'était l'occasion de découvrir un peu plus sur l'univers, mais en même temps je dis ça à chaque arc finalement, donc c'était assez intéressant, et l'arc est certes petit de par les événements, mais assez dense de par ce qu'il nous raconte et ce qu'il nous donne comme information sur l'univers de One Piece. Donc l'arc de Lockdown, encore une fois, ça m'a bien saucé. On sent vraiment qu'on est à la fin d'une ère et c'est en train de faire monter la sauce pour t'annoncer ce qui va se passer, ce que va être One Piece à partir de maintenant. Et ça, franchement, ça donne envie. Donc j'ai très hâte de découvrir ça avec vous, bien sûr, dans les épisodes de One Pieceology. Comme d'habitude, je te laisse le soin de me dire ce que tu as pensé de cette vidéo en commentaire, de lâcher un like, de t'abonner, de partager à tous tes amis, hein, si t'en as, parce que bon, je te connais pas dans la vie, peut-être que t'as un trou de balle, j'en sais rien, c'est gratuit, je rajoute ça comme ça, et que la passion te guide. A plus. Ouais. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais? Ouais.